Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui n'ont pas pu assister à la pré-rentrée de la troisième année de licence, nous allons, durant ce semestre, étudier ensemble un thème très particulier du droit administratif, du droit public interne, le droit de la propriété des personnes publiques. Le droit de la propriété des personnes publiques va nous occuper pendant tout le semestre, pour ceux qui l'auront choisi. Je rappelle que c'est un cours qui est destiné spécialement aux étudiants qui veulent devenir publicistes, et plus particulièrement, je tiens à le dire tout de suite, pour celles et ceux qui envisagent de candidater par exemple en master de droit public interne pour l'année prochaine, dans la perspective de poursuivre en Master 2 Immobilier, Construction, Environnement et Urbanisme, le Master ICU, eh bien, le cours de droit de la propriété des personnes publiques, sans être un prérequis obligatoire, est vivement conseillé à être suivi par les étudiants. Alors, on va commencer tout de suite par, tout d'abord, quelques éléments de présentation méthodologique du cours, avant de commencer l'introduction. Au titre de la présentation méthodologique du cours, il faut savoir que le cours de droit de la propriété des personnes publiques est une partie de ce que l'on appelait dans le passé, et encore dans certains manuels, le droit administratif spécial, par opposition au programme de droit administratif de deuxième année, qui, lui, peut être considéré comme un cours de droit administratif général. Ce droit administratif spécial visait à étudier le droit des biens, le droit de la cession forcée des biens privés ou publics. On va voir que le droit des biens, c'est en fait le droit de la propriété des personnes publiques. Le droit de la cession forcée des biens privés ou publics, c'est l'expropriation, la nationalisation, la réquisition. C'est ce qui fera l'objet d'un cours spécifique en Master 1 droit public de droit de l'expropriation et des travaux publics, que j'aurai l'honneur et le plaisir de vous dispenser l'année prochaine. Le droit des travaux publics, le droit des marchés publics, le droit de la fonction publique et le droit de l'urbanisme. La complexité de ces matières et surtout le grand développement de certaines d'entre elles nous ont amenés à l'Université de Lille 2 droit et santé, puis maintenant à l'Université de Lille dans sa totalité, depuis la fusion, à les séparer et à créer autant de cours spécifiques, soit en licence 3, c'est le cas pour le droit de la propriété des personnes publiques, c'est le cas pour le droit des marchés publics, c'est le cas pour le droit de la fonction publique, ou en Master 1, c'est le cas pour le droit de l'expropriation et des travaux publics, c'est le cas pour le droit de l'urbanisme. Le cours de cette année sera donc exclusivement consacré au droit des biens publics et privés des personnes publiques. Il s'agit donc en fait d'analyser et d'étudier les notions de domaine public, de domaine privé, leur régime juridique et les protections juridiques qui y sont attachées. Ce cours étant le prolongement de celui de droit administratif général de deuxième année, comme je vous l'ai dit, il est donc fondamental, pour bien l'appréhender, de maîtriser les grandes notions du droit administratif général, telles que par exemple la théorie des actes unilatéraux, la théorie des contrats, les principes généraux du contentieux administratif, voire le droit de la responsabilité. Si ces notions de deuxième année demeurent dans vos esprits encore floues, il convient de les réviser rapidement au travers d'un bon manuel de seconde année. Je peux vous en citer 3 par exemple, comme ça je ne ferai pas de jaloux. Celui de Manuel Gros, qui a longtemps enseigné dans cette faculté, droit administratif chez l'Harmattan, dernière édition en date 2014. Celui de Jean Valine, W-A-L-I-N-E, droit administratif chez Dalloz dans la collection des Précis, 27e édition 2018. Ou encore celui de Jean-Claude Ricci, R-I-C-I, droit administratif général, publié chez Hachette dans la collection Les Fondamentaux, 7e édition 2019. Voilà donc pour ces préliminaires de présentation méthodologique du cours. On va pouvoir maintenant commencer tout de suite
l'introduction générale à ce cours. Donc, introduction générale. Le domaine des personnes publiques peut être défini comme un ensemble de biens immobiliers, mais aussi mobiliers, appartenant à une personne publique ou mis à leur disposition. Traditionnellement, et de façon relativement récente, on distingue entre le domaine privé et le domaine public des personnes publiques. Si le domaine privé est régi selon les règles juridiques proches du droit privé, comme on le reverra, avec des différences parfois essentielles, le domaine public, quant à lui, repose sur des règles juridiques spécifiques, issues d'une lente évolution historique, certaines règles puisant en effet leur origine dans des textes fort anciens, comme les instituts de Justinien, le Corpus Juris Civilis, écrit entre 529 et 534 de notre ère, en passant par l'édit de Moulins, publié et promulgué en 1566, ou encore l'édit de Colbert sur la marine, promulgué en 1667. Si ces règles reposent désormais sur des fondements constitutionnels, elles sont essentiellement d'origine jurisprudentielle, prétorienne, même si elles ont été récemment codifiées du fait de l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, le CG3P, le 21 avril 2006. Nous allons voir tout d'abord dans une section première les fondements historiques de la domanialité. Section première, les fondements historiques de la domanialité. Durant tout l'Ancien Régime, un ensemble de règles concernant le domaine royal, puis le domaine de la couronne, furent élaborées. Domaine strictement royal à l'origine, le droit d'Ancien Régime va progressivement distinguer entre le domaine royal et le domaine de la couronne, qui se transformera en domaine de la nation avant que le Code civil ne consacre son existence. Voyons voir tout d'abord, dans un paragraphe premier, du domaine royal au domaine de la couronne. Paragraphe premier, du domaine royal au domaine de la couronne. Le domaine fut longtemps considéré comme un élément de la patrimonialité du roi, base de sa puissance et source de ses revenus. Le domaine royal se confondait en fait avec les droits seigneuriaux personnels du monarque. Ainsi, par exemple, à l'époque de Charlemagne, en 800 de notre ère, Charlemagne avait décomposé l'empire dont il était le titulaire en provinces administratives, à la tête desquelles il avait placé un haut fonctionnaire. Il y avait les marches de l'empire et il y avait les comtés de l'empire. Cette notion de comté d'ailleurs existe toujours en droit administratif britannique. En Angleterre, le territoire anglais territoire britannique est décomposé en comtés en la matière. Cette idée a été reprise sous la Révolution française avec la création des départements et des communes. À l'époque de Charlemagne, les comtes, les vicomtes, qui sont les adjoints du comte, les comtes c'était un petit peu, si on veut prendre une analogie anachronique, les comtes de Charlemagne c'était un petit peu nos préfets à nous actuels, les vicomtes c'était les sous-préfets, donc les adjoints des préfets en la matière, et puis il y avait encore deux autres catégories de subdivisions administratives dans l'Empire carolingien. Il y avait les duchés, c'était des circonscriptions militaires qui avaient à leur tête un duc, qui était le guide militaire suprême. Et puis il y avait les marquisats. Les marquisats, c'était des territoires qui se trouvaient à la frontière de l'Empire carolingien, par exemple à la frontière des Pyrénées ou à la frontière avec les Saxons, et qui avaient à leur tête un haut fonctionnaire qu'on appelait un marquis, lequel marquis exerçait une fonction à la fois militaire, celle d'un duc, et civile, celle d'un comte. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle dans
les titulatures nobiliaires anglo-saxonnes, le titre de marquis est plus important que le titre de duc. Donc voilà, et à la fin de l'Empire carolingien, ce qui s'est produit, c'est que pendant grosso modo les 2 siècles qui s'écoulent de l'avènement de Charlemagne et de son couronnement comme empereur d'Occident, et le renversement des Carolingiens et l'accession au pouvoir des Capétiens, avec Capet en 987, et bien progressivement, l'Empire carolingien s'est délité, les hauts fonctionnaires qui n'avaient de compétences que temporelles, eh bien, ont revendiqué l'hérédité de leurs fonctions, de faire en sorte que, après leur mort, leurs enfants, leurs fils, puissent continuer à exercer les mêmes fonctions, et progressivement, l'empereur carolingien, pour se concilier la fidélité de ses hauts fonctionnaires, a non seulement donné l'hérédité des titres, mais aussi la patrimonialité des biens. Et ce qui fait que lorsque l'Empire carolingien s'effondre en 987, mais il s'était déjà effondré en 843 par le traité de Verdun qui partage l'Empire carolingien en 3 empires, la Francia occidentalis, la Germanie et la Lotharingie, et lorsqu'en 987 Hugues Capet devient roi de France, le roi n'a pratiquement plus aucun territoire en bien propre, sauf Paris et l'Île-de-France. On assiste donc à une fonte de l'Empire carolingien, ce qui va amener d'ailleurs au passage les Capétiens, avec Hugues Capet et ses successeurs, à tenter de reconstituer le domaine royal par tout moyen juridique possible, par achat, par guerre, par mariage ou par croisade. On peut citer 3 exemples de ces attributions par le roi, de ces reconstitutions par le roi du patrimoine immobilier de la couronne. C'est par exemple le mariage de Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine, qui lui apporte en dot tout le duché d'Aquitaine. Malheureusement, ils ne réussiront pas à avoir d'enfants mâles. Donc Aliénor d'Aquitaine sera répudiée, mais malheureusement pour les Français, elle sera répudiée, elle ne partira pas seule, elle partira avec ses terres, et elle ira épouser le roi d'Angleterre, ce qui fait que le roi d'Angleterre deviendra l'un des plus puissants propriétaires terriens sur le continent à l'époque. Autre exemple de mariage, le mariage d'Anne de Bretagne, dernière héritière des ducs de Bretagne, avec 2 rois de France successifs, le dernier en date Louis XII, car il fallait maintenir absolument la Bretagne dans le patrimoine du royaume de France. L'exemple de croisade la plus célèbre, c'est le pape Innocent III, considérant que les Cathares, les Albigeois, comme on les a aussi appelés, étaient des hérétiques, et donc va autoriser les seigneurs, les barons du nord de la France, puis le roi de France, à mener une croisade religieuse contre les seigneurs du sud, et ça sera la fin, en 1229 par le traité de Meaux, de l'Occitanie, du comté de Toulouse notamment, puisque le comte Raymond VII de Toulouse, en 1229, accepte de ne plus avoir d'enfants, de transmettre à sa fille la totalité de ses possessions, laquelle on va la marier au frère de Louis IX, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, et il est prévu qu'à la mort d'Alphonse de Poitiers et à la mort de la fille du comte de Toulouse, s'ils n'ont pas d'enfants, ce qui va être le cas, l'intégralité des possessions du comte de Toulouse qui couvrent toute l'Occitanie, eh bien, vont revenir à la couronne de France. Donc par conséquent, vous voyez, vous avez ce mouvement de balancier, un immense empire qui est l'Empire carolingien, qu'on va commencer pour des raisons de gestion administrative à décomposer en circonscriptions territoriales, qui va progressivement se déliter au point que
190 ans après la constitution de l'Empire carolingien, eh bien, le roi de France qui succède à l'empereur carolingien sur la partie occidentale de l'Empire, eh bien, n'a quasiment plus de terrain en pleine propriété, et ses successeurs vont tout faire pour chercher à reconstituer le patrimoine royal, le domaine royal. La transformation progressive en domaine de la couronne de ce qui était auparavant un ensemble de biens personnels du roi va marquer l'autonomie de l'État à l'égard de la personne même du roi. Dès le XIVe siècle, la règle de l'inaliénabilité du domaine va s'affirmer progressivement. Mais c'est à partir du XVIe siècle que la distinction entre domaine royal, ancêtre du domaine privé, et domaine de la couronne, ancêtre du domaine public, va être définitivement consacrée au plan juridique. Un édit de juin 1539, mais surtout l'édit de Moulins de février 1566, l'édit de Moulins qui peut être considéré comme une loi fondamentale du royaume, vont officialiser cette distinction en proclamant solennellement l'inaliénabilité du domaine de la couronne. Ce principe d'inaliénabilité a été imposé afin de protéger les moyens de financer les activités de l'État. L'édit d'avril 1667 consacrera le principe de l'imprescriptibilité du domaine de la couronne, c'est-à-dire que la procédure de l'usucapion, la prescription acquisitive, ne jouera pas sur le domaine public. Cette procédure prévoit que lorsque un particulier se comporte à l'égard d'une parcelle domaniale comme son légitime propriétaire, c'est-à-dire qu'il exerce tous les droits du propriétaire, l'usus, l'abusus, le fructus, c'est-à-dire le droit d'usage, le droit de faire ce qu'il veut du bien, éventuellement de le céder, et le droit d'en retirer les profits, c'est ce qu'on appelle le fructus, et qu'il le fait de façon loyale, eh bien, au bout de 30 ans, nous dit le Code civil, eh bien, ce bien devient effectivement sa propriété. Et il acquiert ainsi un titre de propriété par usage. Cette règle de l'usucapion ne va pas fonctionner sur le domaine public et sur le domaine de la couronne. En effet, un grand juriste de l'Ancien Régime qui s'appelait Loisel, Antoine Loisel, L-O-Y-S-E-L, qui était né en 1536 et qui est mort en 1617, dans un ouvrage qu'il a publié à la fin de sa vie en 1607, intitulé Institut coutumière, avait déjà résumé ce principe de la non-application de l'usucapion au domaine de la couronne de la façon suivante, par un adage resté célèbre en droit de l'urbanisme: qui a mangé loi du roi, 100 ans après, en rend la plume. Ce qui démontre bien, derrière cet adage, l'imprescriptibilité du domaine. L'édit de Moulins de 1566 va poser 4 principes toujours d'actualité, et d'ailleurs repris et codifiés dans l'actuel Code général de la propriété des personnes publiques. Premier principe énoncé par l'édit de Moulins, ce texte confirme l'affectation perpétuelle du domaine de la couronne aux besoins de l'État. On peut y voir l'un des actes de naissance de l'État moderne, ainsi distingué de la personne royale. Deuxième principe essentiel énoncé par l'édit de Moulins, il établit définitivement le principe de l'inaliénabilité du domaine. Le roi n'en est que le gestionnaire provisoire, il ne peut donc en disposer librement. L'affirmation de ce principe de l'inaliénabilité du domaine va en entraîner rapidement un autre, à savoir que le domaine, ne pouvant être aliéné en tout ou partie,
aucun acte d'aucune sorte ne pouvait entraîner de droit quelconque au profit de qui que ce soit. On reverra ça dans le dernier chapitre de ce cours, consacré à la protection du domaine public. L'un des exemples les plus célèbres étant celui de l'imprescriptibilité qu'on vient de voir. Troisième principe énoncé dans l'édit de Moulins, ce texte constitue les prémices de la distinction ultérieure entre domaine public et domaine privé. En effet, l'article 2 de l'édit de Moulins distingue entre le domaine fixe et le domaine casuel. Le premier, le domaine fixe, comprend les biens et droits appartenant irrévocablement à la couronne, alors que le second, le domaine casuel, le second comprend les biens acquis par le roi depuis moins de 10 ans, et durant ce délai, le roi peut disposer, comme il l'entend, du domaine casuel. Par exemple, il peut le vendre, il peut l'échanger, il peut le louer, etc. Au-delà de ces 10 années, ces biens ou droits entrent naturellement dans le domaine fixe. En d'autres termes, le domaine de la couronne comprend deux parties, le domaine inaliénable et imprescriptible, donc soumis à un droit dérogatoire, et le domaine dont le monarque dispose comme il l'entend, selon le droit commun en la matière. Quatrième et dernier principe, l'édit de Moulins autorise enfin, et à défaut de permettre l'aliénation du domaine, et seulement dans certaines circonstances, son utilisation à des fins privatives. C'est ainsi qu'en temps de guerre, par exemple, ou pour payer la rançon du roi, lorsqu'il est prisonnier, la jouissance d'une partie du domaine pourra être confiée à un particulier en échange et en garantie d'un prêt d'argent consenti par ce dernier. Mais en tout état de cause, cette jouissance pourra cesser à tout moment dès lors que le roi est en mesure de rembourser l'argent prêté. On peut y voir là quelques traits du régime actuel de la concession du domaine public. Après le passage du domaine royal au domaine de la couronne, voyons dans un paragraphe 2 le passage du domaine de la couronne au domaine de la nation. Paragraphe 2, du domaine de la couronne au domaine de la nation. La Révolution française de 1789 va faire disparaître le domaine de la couronne en même temps que la monarchie absolue évolue vers une monarchie constitutionnelle, puis en septembre 1792, où nous abolissons en France la monarchie purement et simplement. Bien avant la suppression de cette monarchie, effectivement, le domaine de la couronne va devenir progressivement le domaine de la nation. C'est en effet dès les débuts de la période révolutionnaire que la question de son maintien a été posée. Ainsi, dès octobre 1789, un comité du domaine est institué au sein de l'Assemblée nationale constituante, qui allait aboutir à la transformation du domaine de la couronne en domaine de la nation, et la Constitution du 3 septembre 1791, dans son titre 3, chapitre 2, section 1er, article 9, supprime en ces termes le domaine de la couronne. Je cite la Constitution de 1791, donc la première constitution écrite française, celle de la monarchie constitutionnelle. Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône sont réunis irrévocablement au domaine de la nation. Il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier. S'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin de son règne. Le domaine national sera plus particulièrement défini par un décret des 22 novembre et 1er décembre 1790, en son article 1er,
Et en vertu de cet article 1er, le domaine national s'entend, je cite le décret 1790, de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelle, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelle, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement. Fin de citation. En 1804, le Code civil, rédigé sous les auspices de Napoléon et notamment rédigé par certains auteurs comme Portalis, le Code civil va introduire une notion nouvelle et supplémentaire sur laquelle nous serons amenés à revenir, car il s'agit d'une des notions épines dorsales de la matière. Cette notion, c'est celle de bien insusceptible d'une propriété privée. Ainsi, l'article 538 du Code civil dispose « Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, les et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public. » Vous voyez qu'au passage, d'ailleurs, le Code civil utilise pour la première fois l'expression de domaine public, mais sans la définir. Cependant, le décret de 1790 ne reprend pas le principe de l'inaliénabilité du domaine public. On peut lire en effet en son article 8 que les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation, mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre personnel et incommutables en vertu d'un décret formel du corps législatif. Après avoir vu le passage du domaine de la couronne au domaine de la nation, voyons enfin dans un paragraphe 3 le domaine public selon le Code civil. Paragraphe 3. Le domaine public selon le Code civil. Le Code civil, en s'inspirant du décret 1790, va consacrer quelques dispositions au domaine public. Ces dispositions sont essentiellement reprises aux articles 538 à 541 du Code civil, qui décrit, qui énumère un certain nombre de biens qui font partie du domaine public, lequel est considéré comme étant l'ensemble des biens insusceptibles d'une propriété privée. Ces différents articles du Code civil, qui à l'époque sont les seuls à évoquer la notion de domaine public, je vous le rappelle, utilisent expressément le concept de domaine public comme on vient de le voir. Elle le relie à un autre concept, celui d'insusceptibilité d'appropriation par une personne privée. C'est pour cette raison que ces articles du Code civil ont été interprétés par la doctrine, au début du XIXe siècle, comme fondant la distinction entre le domaine public et le domaine privé. C'est notamment le cas, j'y reviendrai, de l'œuvre pionnière de Victor Proudhon, P-R-O-U-D-H-O-N, né en 1758 et mort en 1838, qui a été professeur de droit et doyen de l'école de droit de Dijon, co-rédacteur avec Portalis d'ailleurs du Code civil de 1804, et surtout auteur d'un traité du domaine public en 5 volumes, publié en 1831, et qui a été longtemps la source du droit de la domanialité publique. Cette conception doctrinale développée par Proudhon sera la conception doctrinale de la doctrine au début du XIXe siècle. Elle repose essentiellement sur 2 critères: l'insusceptibilité d'appropriation privée des biens du domaine public et
Deuxième critère, l'absence de droit de propriété de la puissance publique sur ces biens. Comme nous le reverrons jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est la doctrine qui cherchera à énoncer les critères de détermination de cette distinction entre le domaine public et le domaine privé. En prolongeant ou en combattant la thèse première de Proudhon, qui sera finalement abandonnée, avant que le juge et le législateur ne s'emparent de cette problématique. C'est ce qui fera l'objet du chapitre 1er du cours. Section 2 maintenant, les fondements constitutionnels de la domanialité. Section 2, les fondements constitutionnels de la domanialité. Depuis le Code civil, le droit constitutionnel et la jurisprudence constitutionnelle sont venus préciser les fondements constitutionnels de la protection du droit, tant de la propriété privée que de la propriété publique.